On a beaucoup parlé de révolution technologique. Il y a une autre révolution qui a eu lieu le 20 janvier dernier avec l'élection de Trump. Et puis la révolution, elle est due au fait qu'il a réussi une triangulation assez folle qui consistait à rassembler d'abord les géants de la Silicon Valley, mais aussi les populations les plus démunies, et enfin les ultra-libéraux, ultra-conservateurs, religieux. C'est un coup politique extraordinaire. Comment a-t-il réussi ce coup-là? Comment est-ce que tu le décryptes? Alors, tu as absolument raison de parler de triangulation et de coups politiques. Probablement que ce qu'il a fait, et qui est très malin, et qui n'a pas été reproduisible par d'autres, c'est qu'en fait, il a compris qu'il fallait un ennemi commun. C'est toujours la même histoire. Et l'ennemi commun, alors, ou si je recommence, en fait, chacun de ces trois pôles va avoir une rage ou une revanche différente. Les rednecks plus les latinos, en tout cas les classes, euh, euh, disons populaires ou les anciennes classes moyennes qui se sont senties déclassées, avaient ou ont fomenté une rage contre l'élite, l'establishment cosmopolite, déconnecté, hautain, etc. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on va trouver les mêmes échos ici en France et ici en Europe plus largement. Les barons de la tech, certains d'entre eux, l'élite technologique de la vallée, elle va avoir une espèce de rage et de colère contre l'État bureaucratique dans une veine très libertarienne, mais en réalité pas si libertarienne que ça, mais en tout cas tout ce qui va venir faire entrave ou entraver leur, disons, hubris d'une part et leur goût de l'innovation sans frein. Les questions des prochaines frontières, d'une certaine façon. Et puis enfin, vous allez avoir la galaxie néoréaque, MAGA, qui vont, eux, développer davantage la nostalgie du passé. Et donc, eux, c'est la revanche passéiste, la nostalgie, les repères, une vision d'une société masculiniste, réactionnaire, un peu ce que vous pouvez retrouver dans les cartes postales ou dans les séries ou dans certains courants d'influenceurs années 50, en gros. Ce que Trump va faire, ou ce que le Trumpisme plus généralement va faire, c'est qu'il va comprendre ces trois repères et il va les mettre en cohérence sur un discours commun. Il y a un ennemi à abattre, c'est la démocratie libérale, et il va construire en fait un logiciel. Ce qu'ils vont faire, c'est vendre le narratif que la démocratie est un bug, et qu'ils vont donc vendre un logiciel de réparation ou de reprogrammation, et au centre duquel on va retrouver à un moment donné Elon Musk, Trump, etc. Donc en fait, c'est ça le narratif. Et puis ils vont réussir autre chose, ils vont construire le récit un peu rétro-futuriste. Et ça, c'est très malin. Et c'est un vrai playbook pour n'importe quel parti politique ou pour n'importe quel mouvement. C'est qu'on va vous rassurer. On est dans un monde de chaos. Le chaos, ça veut dire aussi déstabilisation, perte de repères. On ne sait plus qui on est, on ne sait pas exactement où on va. Donc, les gars, rassurez-vous, je vous rassure, les années 50, c'est génial, on va retrouver le mythe national que vous connaissiez, le grand-père, la grand-mère, tout ce qui a en fait façonné vos imaginaires. Ça, c'est la partie rétro qu'on retrouve dans le discours de Trump, qu'on retrouve dans le mouvement MAGA. MAGA, c'est Make America Great Again. Il y a bien quelque chose de cet ordre-là, un mouvement vers le passé. Mais, et c'est là où c'est très malin, c'est que c'est un passé qui est projeté vers le futur, rétrofuturisme. Et c'est là où un Elon Musk ou la Silicon Valley est apparu. On va vous projeter sur Mars, les implants cérébraux, les IA dont on a beaucoup parlé, etc. Et qui vous donne cette coloration un peu c'est un changement de coordonnées politiques. C'est on va et la faille, d'une certaine façon, elle est dans le présent immédiat. Mais de ce point de vue-là, oui, si je devais avoir la formule, c'est que la Silicon Valley va apporter une partie du récit et les outils. Les rednecks, en gros, vont amener la rage et la revanche, la colère, donc le fuel, le carburant. Et les néo-réactionnaires, eux, amènent la feuille de route générale, la roadmap. C'est le projet 2025. Le projet 2025. À TED, en avril dernier, certains dans la salle d'ailleurs étaient avec moi à TED, une journaliste, la journaliste qui avait enquêté sur le fameux scandale Cambridge Analytica, s'appelle Carol Kaldauer. J'ai peut-être un peu de mal à le prononcer son nom, mais pas bien grave. Elle disait qu'au-delà d'un coup politique,
Elle disait que c'était un coup d'État numérique. Elle a comparé Instagram à la Stasi. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée? Il y a plusieurs choses qu'elle dit, Carole. Voilà. La première, le coup d'État, non, je ne suis pas d'accord. Il y a eu des élections, elles n'ont pas été volées. Et ce serait trop facile d'ailleurs d'aller dans ce sens, parce que ça serait nous dédouaner, ne pas comprendre où étaient nos responsabilités, le malaise de 40 ans de destruction d'un certain nombre, disons, de repères communs, le collectif, le commun, le projet de société. Non, ce n'est pas un coup politique. En revanche, est-ce qu'il y a eu une prise de vitesse aujourd'hui? Clairement, oui. Est-ce qu'il y a une bascule ultra techno-autoritaire? C'est évident, et on l'a vu pas plus tard que le week-end dernier avec les parades, l'espèce de démarrage de culte de la personnalité, d'arrestation un peu, disons, spectaculaire, etc. Donc de ce point de vue-là, oui. Là où son discours a été, à mon sens, très intéressant, c'est oui, quand elle fait des comparaisons entre finalement les géants technologiques, qu'elle prenait Instagram, qui est donc Meta, qui est donc Zuckerberg, avec la Stasi, c'est-à-dire la police politique secrète d'autrefois. Et avec un parallèle historique qui n'est absolument pas du tout anodin. Et en fait, non seulement elle a raison, mais je crois qu'elle est encore trop gentille et que c'est pire, d'une certaine façon. Ce qu'ils sont en train de construire, c'est pas du tout... Et là, on en a beaucoup parlé dans les médias, parce que les médias aiment toujours avoir la punchline ou le concept un peu facile, un peu bas niveau, quoi, qui est le technofascisme. Et le technofascisme, c'est de dire, ouais, en fait, c'est des fachos, mais en plus, ils sont augmentés par les outils techno, par de masse, en fait, des masses technologies qui sont en effet à disposition et qui sont par ailleurs duales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas simplement politico et militaires, c'est qu'elles sont toutes dans vos poches. Vos smartphones, c'est votre interface, c'est votre point d'accès, c'est le portail, en fait, vers ça, vers la capacité à vous contrôler d'une façon ou d'une autre vos données, vos faits et gestes, vos écosystèmes, vos pensées, vos opinions, et donc à les orienter. Et on l'a vu avec la manipulation des algorithmes. Mais il est absolument inutile de vous emmener dans ce que sera le monde dans 30 ans pour comprendre qu'il est déjà là. Mais quand je dis c'est presque pire, c'est parce que c'est confortable, parce que vous êtes docile, parce que vous ne le voyez pas, et que dans les années 30, 40, 50, la terreur ou la violence était physique. Aujourd'hui, c'est absolument inutile. C'est epsilon et c'est marginal. Ce qui est dans votre poche, le smartphone, c'est ça qui permet en fait l'assurance de votre docilité. Et ce que disait Camus, c'est la capacité à dire non. Et aujourd'hui, on n'est plus foutu de dire non parce qu'on n'est plus foutu de comprendre ce qui nous arrive. C'est tellement rapide. Donc, c'est presque le paramètre techno-totalitaire, moi, qui me gêne beaucoup plus que juste des technofascismes en étiquette posés un peu facilement, quoi. On va évacuer rapidement une question par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques semaines encore entre Musk et Trump. Est-ce que ça change la donne qu'ils se soient fâchés? Non. Enfin, pareil, il y a le bruit, l'écume. Oui, alors ils se sont disputés, puis il y en a un, il lui a balancé la bombe Epstein, puis finalement l'autre lui a dit « Ah, je t'ai coupé tous tes contrats à Starlink ». Puis « Ah, bah finalement, non, j'ai peut-être surdosé la kétamine, désolé ». Bon, bref, donc tout ça, ça fait vraiment... C'est Dallas à Washington, quoi, c'est un peu ridicule. Mais ça a été truculent et on était tous à regarder les notifs qui tombaient, le New York Times, Le Monde. Enfin, il faut à un moment donné cesser d'être un tout petit peu les pantins de ce récit, de ce narratif, et surtout d'ego surdimensionné. Parce que au-delà de l'anecdote, ce qui est en train de se construire, et c'est là où c'est très important à avoir en tête, c'est un système. Et ce n'est même pas un nouveau programme politique, MAGA ou 2025 ou peu importe. En fait, c'est une bascule de régime politique où vous avez, et c'est ce que je commençais à expliquer dans Technopolitique, et il se trouve que l'avenir ne m'a pas donné tort, notre présent ne me donne pas tort, c'est qu'en fait, vous avez une dilution, ou en fait une reconfiguration du pouvoir politique. Avant, nous avions un truc qui s'appelait l'État ou l'appareil d'État, avec une conception de la souveraineté qui était une conception de la souveraineté nationale autour de vos frontières. Et c'est en fait le pacte westphalien, et c'est comme ça qu'on a construit et la politique, et le pouvoir, et la puissance, selon, si vous voulez, ces fondements ou ces concepts fondateurs. Ce qui est très intéressant dans la bascule structurelle, et non pas conjoncturelle, c'est que vous avez aujourd'hui un Léviathan à deux têtes. Big Tech, avec toutes les aspérités, les différences, les concurrences, les divergences entre eux, mais peu importe, comprenez le système. Des géants technologiques privés. Et vous avez de l'autre côté le Big State. Le Big State, c'est un concept moi, que je pose, que je trouve qui peut nous aider à avancer vite dans la
compréhension de ce qui est en train de se jouer, qui n'est pas un empire, qui n'est pas un État, qui est en fait un méga-État qui construit sa politique de puissance, sa projection de puissance et donc de pouvoir aussi. Attention à distinguer les deux, pouvoir n'est pas puissance, pas systématiquement, pas tout le temps, mais donc qui construit sa politique de puissance à travers, par et pour ces géants technologiques. Et d'ailleurs, États-Unis et Chine fonctionnent un peu sur le même modèle. On va y venir. Attends, ouais, mais c'est-à-dire que quand je dis par et pour les géants technologiques, c'est que vous avez cet enchevêtrement, ce léviathan bicéphale, dual, à deux têtes. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est parti pour durer très longtemps, mais que ça va être chaotique. Ouais. Leur relation n'est absolument pas stable, elle n'est pas monolithique, elle est mutagène. Et quand ils se disputent entre eux, bien sûr que ça a des conséquences directes, et pourtant la structure, elle, ne change pas. Big Tech, Big State, Léviathan à deux têtes. Et la question, c'est où est le tiers-monde, où est le quart-monde, c'est-à-dire nous. Et nous sommes fondamentalement, disons, absents, ou alors on est simplement en train de les consommer, quoi. Mais là, ce que tu décris, en fait, c'est une rupture radicale du modèle libéral américain. Oui. Comme si, finalement, Trump était en train d'aligner le modèle américain sur, allez, disons-le, le modèle chinois. Est-ce que la Chine est en train de gagner la bataille idéologique ? Je réponds en faisant un détour. C'est-à-dire que, moi, je le formulerai comme ça, parce qu'il reste des différences. On ne peut pas dire que les États-Unis est égal à la Chine, il n'y a pas une équivalence directe. En revanche, ce que on peut dire sans se tromper, c'est qu'il y a une variation sur un même thème. La question entre les deux big states, Amérique et Chine, États-Unis et Chine, c'est de se demander, c'est de se dire qui va être le boss du prochain ordre mondial ou du nouvel ordre mondial. C'est ça la question. Basta, il n'y en a pas d'autre. Qui va configurer, va dessiner, va façonner l'ordre mondial qui vient et qui peine à émerger, mais qui est en train d'émerger, on le voit bien. C'est-à-dire absolument pas libéral, encore moins occidental. Donc, quid des deux ? Ce qui est aussi très juste de dire, c'est que vous avez des critères aujourd'hui qui sont extrêmement similaires. Ce sont les deux seuls États, c'est pour ça que je parle de Big State, qui ont tous les attributs de la puissance. Donc de la souveraineté au sens classique du terme, territoriale, industrielle, militaire, culturelle. Ce sont aussi des façons de projeter leur puissance qui est aussi, elle, relativement similaire, même si elle a des différences. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle le néo-mercantilisme, c'est-à-dire protectionnisme, on protège, on relocalise, tout en ayant une espèce d'expansionnisme technologique, en l'occurrence. Des niveaux de recherche et de progrès technologique similaires, ils se tirent un peu la bourre, enfin, ils sont équivalents, et avec la question de se dire, les deux sont des formes d'empire, avec la nécessité de la renaissance de l'empire. Donc il y a tout le narratif du mythe national que nous, par exemple, en Europe, n'avons absolument pas. Je parle bien de mythe national, je ne vous parle pas de nationalisme secondaire et cosmétique. Je vous parle vraiment de la résurrection du mythe. Donc on est sur aujourd'hui des logiques très similaires. Et puis par ailleurs, et enfin, et pour revenir avec ce que disait aussi Carole et le point de tout à l'heure, l'usage de technologies qui ne sont plus des technologies, qui sont des masses technologies et qui viennent finalement faire d'une forme d'ingénierie sociale qui peut être totalisante, pour ne pas dire totalitaire, mais totalisante. Donc oui, il y a énormément de points de similarité. Et d'une certaine façon, j'ai presque envie de dire, le Make America Great Again, c'était en fait la réponse de l'Amérique trumpiste au rêve de la renaissance de la nation chinoise, du discours de Xi Jinping en 2013, d'une certaine façon. Donc il y a une compétition qui est absolument réelle. Il y a encore des différences. La question philosophique que j'ai envie de poser et que je vous pose à vous, moi j'ai la réponse, qui n'est que la mienne, on pourrait en débattre, c'est un empire peut-il, by design, j'ai presque envie de vous dire, être démocratique ? C'est une question qui est philosophique, qui est politique. En théorie, la réponse est oui. En pratique, la réponse est clairement non. Et donc, est-ce que la Chine et les États-Unis convergent ? Ce qui est clair, c'est que ce qui a été l'Occident a eu pour habitude de dire « Ah, ben c'est le méchant et c'est l'anti-modèle ». Et nous avions raison de le dire si nous tenions encore à la question de la liberté, des libertés politiques, de nos droits civiques fondamentaux. Mais il n'est pas exclu que la Chine, en fait, eût été le prototype plutôt que l'anti-modèle. Et l'Europe dans tout ça ? Alors, et l'Europe dans tout ça ? L'Europe a eu Alors, l'Europe ou l'Union européenne ? C'est pas pareil. Disons l'Union européenne.
L'Union européenne, gros appareil bureaucratique, normatif, lourd, désincarné. Et d'ailleurs, quand on parle d'Europe, d'ailleurs, c'est pour ça que je posais la question à Michel. On parle d'Union européenne. Quand on parle des États-Unis, on parle de qui? On parle de Musk, on parle de Trump, on parle de Thiel. On aurait pu parler de Curtis Yarvin, l'un des idéologues blogueurs de la Silicon Valley, obscur blogueur qui tout d'un coup est devenu espèce le penseur ou le pseudo-penseur des néo-réactionnaires avec une vraie vision de la destruction de l'État. Donc, on a des noms, on a des visages, on a des incarnations, on a des discours et on sait de qui et de quoi on parle. Quand on parle du E, on parle de quoi? De qui? Pour aller où? Vers quoi? Et donc, en fait, c'est un désert d'incarnation, c'est un désert de discours. Ce sont des normes et ce sont surtout une perte d'identité. C'est-à-dire que l'Union européenne a pris en otage l'Europe, et je fais vraiment la distinction, en la mettant dans une position systématique de follower. C'est une Europe follower. C'est-à-dire qu'on a les yeux rivés sur les États-Unis et la Chine, et on ne fait que copier les innovations des Américains et des Chinois, sans à aucun moment nous demander de quelle technologie on a besoin, qui sommes-nous, pour aller vers quoi, pour quel projet de société, etc. Quand vous passez votre temps à suivre les leaders, par définition, vous avez déjà perdu la partie. Donc en fait, la question de la souveraineté, qu'elle soit technologique ou industrielle, n'était pas du tout la bonne. La vraie question de la souveraineté, quand il s'agit d'Europe, c'est d'abord une souveraineté intellectuelle, c'est-à-dire la capacité à penser par soi-même en cessant de regarder à droite, à gauche chez les voisins. Qui sommes-nous pour aller vers quoi? Et ensuite, non pas la technologie, mais la technique n'est que le chemin. Et là, on aurait quelque chose de fondateur et peut-être d'émancipateur et d'intéressant à raconter. Donc c'est la question de l'incarnation, c'est la question du projet, c'est la question finalement de la reprise du contrôle, non pas de la technologie du tout, parce que nous avons des talents et qu'on sait faire, et que c'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on a perdu le contrôle de la question. Georges Bernanos disait la liberté pour quoi faire. Et moi j'ai envie de vous dire la technologie pour faire quoi? Pour aller vers où? Pour aller avec qui? Et pour répondre à la question de qui sommes-nous? Et là, c'est un vide intersidéral qu'il va falloir qu'on reconstruise. Donc bien sûr, il y a un désir d'Europe, bien sûr que l'échelon Europe est absolument fondamental, mais c'est une UE qu'il faut qu'on réincarne. Dernière question, concrètement, tu parlais d'incarnation. Un dirigeant européen aujourd'hui, ou même français, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire tout. En fait, le vrai pouvoir, c'est complètement déplacé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques ne font plus du tout de politique. Il y a une indigence de la pensée politique qui est, je ne sais pas comment vous le vivez, mais qui devient comique. Elle a été désespérante. Et là, on atteint des sommets. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de programme, il n'y a que des égos, des hubris, et en plus de gens relativement intellectuellement faibles. Donc ça fait beaucoup. Désolée d'être si franche. Mais je le pense très sincèrement. Et puis les bons, ils partent de toute façon. Donc c'est comme ça qu'on sait un peu qu'on a organisé la chose. Donc en fait, le pouvoir s'est déplacé. Il s'est déplacé chez ceux qui font. Et ceux qui font, c'est ceux qui prennent des décisions tous les jours. Faire du business aujourd'hui est géopolitique. Fondamentalement, ce n'est pas que du bis, ce n'est pas que des feuilles de route, ce n'est pas que des KPI à 3 mois, ce n'est pas que des copiles, des coproches et des comex et des je ne sais quoi. C'est se dire, en fait, quand vous allez avoir un choix de cloud, un choix d'hébergement, un choix technique, chaque choix, chaque décision que vous faites et que vous ferez a des implications, a des répercussions politique et géopolitique immédiate. Chaque entreprise est une micro-société. Vous devez gérer des humains, vous devez gérer des expositions au risque, vous devez gérer votre business continuity face à un ancien allié qui aujourd'hui s'avère être complètement hors contrôle ou hors limite. Donc évidemment que la politique s'est déplacée. Aujourd'hui, ceux qui en font, c'est soit les boîtes du CAC 40, mais aussi les TPE, les PME. Bref, c'est ceux qui vont prendre ces décisions au jour le jour. Et donc ça, c'est absolument fondamental. Il ne faut pas du tout en avoir peur. C'est au contraire extrêmement... c'est un élan. C'est un élan de se dire que les choses sont possibles, que les choses se font, mais qu'en face de ces gigantismes sur lesquels, de fait, nous n'avons plus la main, on l'a absolument et tout à fait à nos échelles à nous. Et que c'est le narratif de dire on a tout perdu, on n'a plus la puissance, on n'a plus le pouvoir. Ça, c'est un narratif qu'il faut absolument déconstruire. Nous avons absolument les marges de manœuvre et les latitudes, à condition d'avoir un tout petit peu de courage et d'avoir un tout petit peu de créativité et d'accepter de jouer sur les temporalités. C'est-à-dire que vous avez des injonctions à très court terme, mais vous avez aussi l'obligation à penser à très court terme. Je donne un exemple. On a beaucoup parlé d'IA, de processus de décision, de l'accélération de son développement.
Quand vous allez avoir des choix de solutions de systèmes algorithmiques, je préfère parler de ça que d'IA parce que c'est fantasmatique et ça fait peur, mais quand vous allez installer ces systèmes-là dans vos boîtes, vous n'allez pas simplement installer des outils, vous allez devoir penser à vos employés, à leur reskilling, leur upskilling, leur accompagnement, à la vraie productivité, c'est-à-dire au modèle économique que vous allez y adosser. Et d'ailleurs, pour juste provoquer un tout petit peu mes prédécesseurs, le modèle économique, on l'a toujours pas hein, dans les boîtes. Enfin, je veux dire, donc on tâtonne encore tous. Hein, enfin, moi, je le vois. Donc attention aux trucs un peu, disons, apocalyptiques. Ce sont des outils et il va bien falloir qu'on arrive à les gérer, c'est-à-dire à les merger, à les fusionner avec l'existant, le legacy. Et ça, c'est votre job à vous. Et donc, vous avez une responsabilité humaine, sociale, technique, technologique, donc géopolitique et politique, majeure. Merci beaucoup, Asma.